Du coup, bonjour à tous. Je suis super content qu'on puisse enfin se retrouver tous ensemble parce que ça faisait quand même long là, 2 ans, 2 ans sans conf, à part en ligne, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc le talk que je vais vous présenter, c'est Dis papa, c'est quoi un ou une SRE? Et je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Denis Germain, je suis senior SRE, si on le dit en anglais, SRE, pour Site Reliability Engineer chez Deezer, que j'ai rejoint il y a un peu moins de 2 ans. Parallèlement à ça, je suis auteur d'un blog technique depuis une douzaine d'années. Je vous mets le lien surtout parce que les slides du talk sont disponibles directement sur le site. Et je mets beaucoup de liens. Cette conf pourrait pas rentrer si jamais je parlais de tous les liens que je mets dedans. Donc si jamais vous voulez creuser un sujet en particulier, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Et puis surtout, après, on pourra en discuter avec grand plaisir. Donc, qu'est-ce qu'un SRE ou une SRE? Et du coup, je vais profiter du fait que vous êtes tous là pour vous demander, est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez savoir globalement ce que c'est qu'un SRE? D'accord. Donc il n'y a pas tant de monde que ça. Donc vous venez là pour apprendre ce que c'est qu'un SRE et ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler. Pourquoi ce talk? Eh bien d'abord en fait parce que quand j'ai rejoint ou quand j'ai postulé pour l'offre de 10 heures de senior SRE il y a un peu plus de 2 ans du coup, mais en fait je savais globalement ce que c'était mais pas complètement quoi. Et à l'époque le terme n'était pas hyper répandu encore. Et aujourd'hui c'est le cas, mais de ouf quoi. Je me fais contacter toutes les semaines pour des offres de SRE, SRE par-ci, SRE par-là. Et je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la vague DevOps qu'on subit toujours aujourd'hui, mais quand vous recevez une offre d'emploi pour un DevOps, un ingénieur DevOps, mais en fait on ne sait jamais trop ce que c'est quoi. Pour certains, ça va être un poste de développeur, pour certains, ça va être un poste d'opérationnel, ça va être un peu les deux, ça va être quelqu'un qui va faire 10% de ci, 90% de ça. Et je voudrais pas que SRE, parce que SRE, il y a une vraie définition du poste, ça devienne ça. Pour qu'on évite de se retrouver avec un petit peu le bingo du Java Full Stack DevOps, hein, l'article du blog du modérateur qui sert surtout à faire du clic parce qu'on a enchaîné les buzzwords. Ah tiens, je retourne en arrière. Et en fait, après avoir 2 ans de poste à peu près en tant que vraiment SRE, moi ce que je trouve que c'est le poste de SRE, c'est plutôt ça en fait. Donc ça c'est une capture d'écran d'un détournement d'un compte Twitter qui s'appelle Simpson Against DevOps, qui détourne des comptes, qui détourne des scènes des Simpsons pour l'appliquer au DevOps ou au SRE. Et en fait, je trouve que c'est assez vrai, ça correspond à peu près à mon boulot. Donc le personnage dit qu'il en a fait un jeu, c'est-à-dire voir combien de fois, pardon, il peut casser la prod en une même journée, et le lendemain essayer de battre ce record. Et au-delà de la blague, vous allez voir qu'en fait, on n'est pas si loin de la réalité que ça. Alors, swap, allez, c'est parti. Ah, bref, je suis joli là avec mon... Hop là. Alors, donc j'étais en train de dire que j'aimais bien revenir un petit peu aux fondamentaux pour savoir d'où on vient et comprendre où on va. Alors, peut-être que vous travaillez toujours comme ça. Quand j'ai commencé à bosser il y a une douzaine d'années, et c'était déjà comme ça depuis un certain temps, hein. Comment ça fonctionnait? On avait d'un côté les équipes de développement, de l'autre côté les équipes d'opérationnel. Et le problème de cette façon de fonctionner, c'est que c'est très bien parce que les équipes individuellement sont très efficaces puisqu'elles ont chacun leur rôle.
Mais justement, le problème de ce fonctionnement, c'est que ces deux équipes ont des rôles et des objectifs qui sont contradictoires. Et dans une même organisation, des gens qui ont des objectifs contradictoires, c'est assez gênant. D'un côté, on a Roy Lops, à qui on demande de maximiser la disponibilité de la plateforme et des services qui sont hébergés dessus. Et lui, Roy, d'expérience, il sait que la meilleure façon pour stabiliser une infrastructure et un service ou un site web, bah, c'est de stabiliser l'existant et de surtout pas faire de changements. Et à l'inverse, à Dave, le dev, on lui demande de shipper de la feature. Il n'est pas payé à la tâche, mais c'est tout comme. Il faut qu'il ship des features, il faut qu'il ship des user stories, et il faut qu'il le fasse le plus vite possible. Et pour ça, il a besoin de beaucoup d'autonomie et de faire beaucoup de changements sur la plateforme. Donc, du coup, bah, de provoquer de l'instabilité. Et on en arrive à un antagonisme ancestral où les ops empêchent aux devs de bosser et les devs cassent la prod des ops. Donc ça, en fait, ça existe depuis très longtemps. Ça existe peut-être encore chez vous. Je vous le souhaite pas. Et ça s'appelle, ça a été théorisé par un Belge dont j'ai oublié le nom et je l'ai pas mis sur la slide d'après. Ça s'appelle le mur de la confusion et c'est décrit donc dans le mouvement DevOps. Donc, mouvement courant de pensée qui a été théorisé autour de 2008-2009 par un Belge donc, qui prône en fait la suppression de ces silos, donc casser ce fameux mur de la confusion. Et comment il propose de le faire? Il propose de le faire en fait en travaillant sur des cycles courts de développement, en amélioration continue, donc on essaye toujours d'améliorer au fur et à mesure, en faisant donc des déploiements réguliers, mais surtout en les testant, en automatisant le plus de choses possible, et en surveillant l'exploitation et la qualité. Ça permet en fait d'autonomiser les développeurs tout en les... Je vais pas y arriver. Tout en les responsabilisant. Voilà. Et du coup, de rapprocher les équipes et donc de casser ce fameux mur de la confusion. Alors, DevOps, vous le savez certainement, c'est très très sérieux. C'est tellement sérieux que en fait, Google paye des chercheurs depuis 2000... non, c'est pas écrit. Depuis 2013 ou 2014, tous les ans, ils sortent un rapport dans lequel ils ont chaque année donc, fait une enquête auprès de... Donc maintenant, il y a 32 000 professionnels. Et dans cette enquête, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de déceler qui sont les meilleurs performers, donc les gens qui réussissent le mieux, qui déploient le plus vite, qui font le plus d'argent, et quelles sont les pratiques qui leur permettent de réussir. Comment ils travaillent, comment ces gens-là travaillent, quelles sont les pratiques communes qui les rassemblent, et qui font que, chez eux, ils arrivent à faire marcher le DevOps. Donc ça, c'est le but de cet organisme de recherche. Et grosso modo, ils en retirent cette espèce de graphique gigantesque là, ce graphe orienté, avec plein de petits points. Donc vous pouvez aller voir sur le site du Dora, tout est explicité, ils expliquent chacun des points. Moi, grosso modo, ce que j'en retire, et après donc c'est soumis à interprétation bien sûr, hein, c'est que grosso modo, DevOps, c'est deux choses. C'est d'abord on ne voit pas bien, de l'outillage. Donc c'est de l'outillage, donc c'est que souvent ce qu'on entend quand on parle de DevOps, on pense justement donc à la CI/CD, à l'automatisation, au testing, à la qualité du code, etc. Et en fait, c'est pas que ça DevOps. DevOps, c'est aussi une grosse partie culture d'entreprise et je mets ça entre guillemets agilité. Mais c'est un des points très très importants de DevOps et qui est souvent oublié par les chefs d'entreprise pour pour parler un petit peu ouvertement. Donc sur la partie Software Delivery Performance, qui correspond un petit peu à ce que je vous appelais l'outillage avant, le Dora, le groupe Dora, met en avant 4 métriques qui vous permet en fait de vous jauger par rapport aux autres, par rapport à ces elite performers. Donc il y a le lead time, le mean time to restore, le change fail percentage et le deployment frequency, qui sont globalement, ils disent assez bien ce qu'ils veulent dire, hein, c'est est-ce qu'on déploie très souvent ou pas, est-ce que quand on envoie un changement en prod, on est obligé de faire un rollback, combien de temps il nous faut pour restaurer le système et combien de temps met un commit entre le moment où il est commité sur votre dépôt et le moment où il arrive en prod. Ils en ont rajouté un cinquième parce que tout le monde parlait des forky metrics, donc du coup bah, maintenant
faut faire une cinquième, quoi, 5 key metrics. Comme ça, on peut refaire tous nos slides, c'est bien. Vous pouvez faire le quick check pour voir si vous êtes élite, low performer ou medium. Et donc, l'aspect qui est le plus important et parfois oublié, c'est l'aspect culture d'entreprise. Et le groupe donc, de recherche Dora, ils mettent vraiment en avant cette partie et ils expliquent qu'en fait, les entreprises qui performent, ce n'est pas forcément celles qui mettent le plus d'argent sur la table pour faire de l'outillage, c'est celles qui ont une culture d'entreprise qui met en avant l'échange d'informations. Donc aussi bien montant que descendant, donc c'est-à-dire qu'il faut que les contributeurs individuels soient capables de remonter des informations au top management et inversement, il faut que le top management explique bien ses décisions et que ça redescende jusqu'en bas. C'est aussi, et j'y contribue beaucoup chez Deezer, mais des sociétés qui mettent vraiment en avant la culture de l'apprentissage. C'est-à-dire que les entreprises qui performent pas très bien, souvent c'est des entreprises qui vont mettre des comités d'experts qui vont être dans leur tour d'ivoire et qui vont faire descendre les bonnes pratiques aux développeurs en disant vous devez faire ci maintenant, vous devez faire ça. Et ces centres d'excellence, en fait, ça marche pas du tout. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est des échanges entre pairs avec des community of practice, des COP, qui permettent aux gens en fait d'échanger entre eux. Donc j'en ai monté une sur justement le SRE chez Deezer, c'est pour ça que je disais que je contribue un petit peu à ça dans mon entreprise. J'ai monté une COP SRE et en fait tous les gens qui sont intéressés, qu'ils soient SRE ou pas, qu'ils soient développeurs, qu'ils soient opérationnels, on se retrouve tous les mois. Et pendant 1 heure, on discute d'un sujet. C'est jamais les mêmes personnes qui présentent. On échange dessus. Et en fait, on se rend compte que entre les équipes, on a tous des façons de travailler différentes et que certains ont résolu des problèmes qui peuvent servir à d'autres. Et c'est comme ça qu'avec cette culture de l'apprentissage, on arrive à diffuser la connaissance le plus efficacement et en tant qu'entreprise, à être plus efficace. Et donc, David en parlait juste avant, si vous avez vu le talk sur les post-mortem, les entreprises qui performent sont celles qui ont une culture de la confiance. C'est-à-dire que quand il y a le stagiaire qui arrive et qui drop la table de prod, le premier jour où il arrive, on ne va pas lui mettre le blâme, parce que s'il a été capable de le faire, c'est qu'à un moment, on a tous échoué en tant qu'entreprise. Et donc du coup, il faut absolument que les employés, pour être performants, il faut qu'ils se sentent à l'aise, il faut qu'ils se sentent que si jamais ils essayent un truc, on va pas leur tomber dessus en disant «Oh, pourquoi tu as essayé ce nouveau truc ?» Et donc si on veut véhiculer l'innovation, il faut absolument avoir cette culture de la confiance. Bon, je me suis un petit peu appesanti là-dessus, mais je pense que c'était un point très important. On y reviendra un petit peu. Donc là, j'ai passé 10 bonnes minutes à vous reparler un petit peu donc, de l'historique, comment on en est arrivé aux Site Reliability Engineers, et donc nous allons pouvoir en parler. Donc déjà, qui a inventé le terme? Je pense que ça ne fera pas trop de surprise. C'est un terme qui a été inventé par Google, plus précisément par une personne qui était VP Engineering chez Google, qui s'appelle Ben Trainer-Sloss. Et en fait, on se rend compte que c'est un terme qui est très très vieux, et alors qu'on le connaît depuis pas très longtemps chez nous, puisqu'il l'a inventé en 2003. En 2003, en fait, ce Ben Trainer-Sloss, qui a un parcours d'ingénieur logiciel, on lui a demandé de monter une équipe d'Ops, sauf qu'il n'y connaissait rien du tout à l'infra, enfin rien du tout. On parle de gens qui viennent de chez Google quand même, hein, mais on s'entend. Et du coup, il a décidé qu'il allait le faire à sa façon. Donc tout ça, c'est expliqué dans un PDF qui est disponible en ligne, qui s'appelle le SRE Book, sur lequel vous trouverez beaucoup d'informations, beaucoup plus détaillées que ce que je vais vous dire aujourd'hui. Qui sont les SRE chez Google? Parce que comme ça existe depuis 2003 et qu'ils ont continué à le faire, ils ont fait une petite étude en interne. Et en fait, en gros, les SRE chez Google, pour 60% des cas, c'est des gens qui valident les qualifications nécessaires pour être software engineer chez Google. Si vous connaissez des gens qui ont tenté de rentrer chez Google ou qui sont rentrés chez Google, vous savez que c'est quand même un bon niveau quand même en tant que développeur. Et pour les 40% restants, c'est des gens qui étaient presque bons pour être inclus en tant que software engineer chez Google, mais qui en plus avaient une compétence ultra rare, plutôt rare chez les développeurs, comme une connaissance sur le bout des doigts du kernel Linux ou une connaissance très pointue de la stack réseau sur Linux ou ce genre de choses.
Alors du coup, moi, ça m'a un petit peu inquiété quand j'ai postulé chez Deezer il y a 2 ans et demi, puisque j'ai pas du tout un background d'ingénieur logiciel chez Google. J'écris quelques centaines, milliers de lignes de Python, mais bon, enfin, c'est pas. Voilà, je postulerai pas, en tout cas, chez Google. Et heureusement, rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être software engineer chez Google pour être SRE. Donc du coup, dans ce SRE Book, Ben Trainersloss et les gens qui ont inventé donc le SRE chez Google, ils amènent tout un grand lot de principes, les principes du SRE, hein, du coup. Et le premier de ces principes qu'ils mettent en avant, c'est le TOIL. Le TOIL, c'était le premier problème qui a fait que Ben Trainersloss a décidé d'utiliser donc des ingénieurs logiciels pour faire du travail d'infra. Et ce que dit Ben Trainersloss, et je suis totalement pas d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il écrit, c'est que contrairement aux opérationnels, euh, le développeur, il déteste faire des tâches répétitives. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que en tant qu'ops, je déteste aussi faire des tâches répétitives. Mais bon, admettons. Et donc, pour définir le TOI, il explique que c'est du travail qui correspond à un de ces adjectifs ou plusieurs, une combinaison. Et donc c'est du travail qui serait manuel, qui serait répétitif, automatisable, sans valeur ajoutée. Et surtout, un point très intéressant, et qui est souvent vrai pour le TOIL, c'est qu'il augmente linéairement avec la capacité. Grosso modo, si je mets 1 heure pour installer 10 serveurs, si demain, parce que mon entreprise marche très bien, on me demande d'en installer 100, il ne faut pas que ça me prenne 10 heures. Sinon, ça veut dire qu'il faut que j'embauche 10 fois plus de personnes. Donc c'est un vrai problème. Et donc du coup, ah oui, le deuxième problème du toil, c'est qu'en plus, comme c'est du travail à faible valeur ajoutée et répétitif, ça réduit le moral globalement des équipes qui se mettent toujours à faire la même chose, ça devient une routine. Et en plus, comme c'est pas scalable, plus il y a de toil, plus il y a de toil, ça devient un cercle vicieux et du coup, tout le monde démissionne et à la fin, il n'y a plus personne. Donc du coup, le rôle numéro 1 du SRE, ça va être de réduire le toil, de le garder, on ne peut pas le faire disparaître, mais de le garder sous un niveau qui est acceptable et qui est surtout scalable dans le temps. Pour réduire le toil, il y a plein de manières de faire. La première chose, ça peut être d'automatiser les tâches répétitives. C'est la première chose qui nous vient en tête. En plus, on est en plein dans le DevOps, là, automatisation, voilà, donc c'est le plus simple. C'est pas forcément la seule chose qu'on va pouvoir faire. Il y a certaines tâches qui vont être difficiles à automatiser avec des outils sur étagère. Si vous faites un petit peu d'Ansible ou du Terraform ou autre, ça ne va pas forcément être possible, dans tous les cas, d'automatiser facilement avec des outils sur étagère. Et du coup, il y a certaines tâches, ou alors des tâches qui sont très proches de votre métier, qui vont pouvoir être automatisées en développant un peu de tooling interne. Et c'est là où on s'éloigne un petit peu du rôle d'ops traditionnel, puisqu'il va falloir être capable de développer des petits outils de back-office pour pouvoir gérer des tâches qui sont pénibles à faire à la main. Un point qu'on oublie souvent, et alors ça par contre j'ai toujours été vent debout contre ça, c'est il faut absolument documenter. Il faut documenter plus. On ne documente pas assez. Pourquoi documenter, ça permet de réduire le toil? Eh bien, tout simplement parce que quand vous allez avoir une tâche que vous ne faites pas souvent mais quand même régulièrement, qui va prendre beaucoup de temps, si à chaque fois vous êtes obligé de vous rappeler du contexte, que vous ne vous souvenez plus des commandes à lancer, ben vous allez prendre beaucoup plus de temps à réaliser cette tâche. Et simplement en documentant, ce n'est pas de l'automatisation, mais juste en documentant, en fait vous allez gagner du temps. Et gagner du temps, c'est réduire le toil. C'est vrai aussi pour l'astreinte, et là encore, j'en reparlerai un peu plus tard. Et du coup, quand il y a des incidents, pour éviter que les incidents se reproduisent, puisque les incidents, c'est aussi du toil, et ben, il faut corriger les problèmes de fiabilité pour pas que juste faire un workaround, genre redémarrer le serveur. Et le problème, c'est que le week-end prochain, il va replanter, et donc vous allez repasser du temps à le redémarrer, et donc toil, encore une fois. C'est le premier chapitre du SRE Book, ils en parlent pas mal de temps, et c'est un point vraiment important parce que c'est là souvent qu'on se heurte à des limites, notamment justement parce que c'est pas linéaire c'est linéaire avec la capacité. Le point qui est le plus dur à accepter pour une personne comme moi, c'est qu'il faut accepter qu'un service il va casser. Et ça, c'était très compliqué pour moi. Donc je fais un petit rappel, souvent quand on parle de disponibilité, souvent je vais parler d'un certain nombre de nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds.
C'est 99,9, c'est 3,9. Ça correspond à 8 heures d'indisponibilité sur une année. En fait, ce qu'il faut accepter, c'est que le risque zéro n'existe pas. Sans aller jusqu'à des trucs extrêmes comme la tempête de météorites ou l'attaque de petits bosons verts, parce qu'on aurait quand même d'autres problèmes si jamais ça arrivait. Un service, il ne peut pas être disponible à 100%. On ne peut pas avoir 100% de disponibilité. Dans les faits, ça peut arriver. Et votre service, sur une année, il peut être disponible 100% parce que vous avez eu de la chance, vous n'avez pas eu d'incident. Mais vous ne pouvez pas le garantir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que plus on va rajouter de 9, 3 9, 4 9, 5 9, plus c'est cher. Et c'est pas cher linéairement, c'est cher exponentiellement. Parce que si vous avez 3 9 juste avec un serveur, si vous en ajoutez un deuxième, vous allez vouloir ajouter aussi un load balancer, et puis du coup il va falloir avoir une équipe qui va savoir gérer le load balancer, et puis ça va rajouter de la complexité dans votre code. Et donc du coup, en fait, juste en voulant gagner en disponibilité, vous allez devoir complexifier énormément votre infrastructure et votre code, et du coup, ben, ça nécessite plus de personnes, ça fait des incidents plus compliqués à débugger, etc. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, les utilisateurs, ils s'en rendent même plus compte. Et, et c'était ça le plus dur finalement à accepter, c'était que aujourd'hui, on vit dans un monde où on a tous notre smartphone avec une connexion 4G, on se connecte sur des sites internet, et puis des fois, ça casse. Et en tant qu'utilisateur, même moi, je ne suis pas capable de dire si c'est ma 4G qui a sauté pendant une seconde ou deux, ou si c'est le site qui avait vraiment un problème. En fait, à partir d'un certain temps, ça sert à rien. Ça sert plus à rien d'ajouter de la dispo. Alors, sauf si vous envoyez des fusées ou que vous êtes dans un hôpital, on est d'accord. Mais pour la plupart des gens, ça sert à rien. Pour la plupart des services, ça sert à rien d'ajouter des neufs. Et même, dans certains cas, c'est contre-productif. Dans le SRE Book, il y a donc Google qui explique qu'ils ont eu un incident sur une base de données clé-valeur, je crois, qui s'appelle Chubby chez eux. Et je ne vais pas vous citer cet exemple-là parce que en fait, l'exemple qu'ils citent, je l'ai vécu en vrai sur un autre service. Donc pour revenir un petit peu en arrière, quand je bossais dans ma précédente entreprise, on avait un service RabbitMQ, donc tous les microservices discutaient entre eux, non pas en direct, mais par un message bus, un bus de messages. Ils s'envoyaient des messages dans des queues et ça permettait de découpler les microservices. Donc voilà. Et on m'a demandé de sécuriser le serveur RabbitMQ puisqu'il n'était pas sécurisé et que quand il y avait des maintenances, ben, le serveur tombait, quoi. C'était assez gênant. Sauf qu'en fait, j'ai fait du trop bon boulot. En faisant ce cluster et en ajoutant de la disponibilité sur les queues, en ajoutant plein de mécanismes, je me suis vraiment fait plaisir. C'était tellement résilient que, au bout d'un moment, les développeurs se sont mis à partir du principe qu'il n'y aurait plus d'indisponibilité en fait. Ça tombait jamais. Et donc du coup, ils se sont dit qu'ils allaient juste mettre des retries sur une courte période parce que de temps en temps, il y avait une petite coupure réseau ou ce genre de choses. Mais ils n'avaient même pas imaginé, ils n'imaginaient plus la possibilité que le serveur puisse être indisponible pendant longtemps. Alors que c'était le principe du message bus, c'était de vraiment découpler les microservices pour qu'ils s'envoient des messages et que si jamais il y a un des éléments de la chaîne qui n'est pas disponible, ben, les autres microservices sont en attente. Et il y a un jour, alors c'était pas la prod, c'était la dev, mais il y a un jour, le cluster de dev, une mise à jour qui s'est mal passée, le cluster est complètement tombé pendant plus d'une heure. Et ce qui aurait dû se passer, c'est que les applications, donc microservices, découplées les unes des autres, auraient dû s'arrêter de fonctionner et attendre que le message bus revienne. Et ce qui s'est passé dans les faits, c'est que les applications sont toutes tombées les unes après les autres, en cascade, justement parce qu'ils n'avaient pas prévu de retry correct. Donc, à vouloir faire trop disponible, ben, on induit un faux sens de sécurité qui peut mener à des mauvaises pratiques. Alors je ne dis pas que c'est seulement parce que mon service était trop résilient qu'il y avait aussi justement des mauvaises pratiques, mais c'est aussi pour ça que donc, Google explique qu'ils font une planned outage, donc ils éteignent volontairement le service de temps en temps pour rappeler à leurs utilisateurs, les développeurs, que de temps en temps le service peut tomber. Vous le revoyez le Simpson Against DevOps au début de talk? On va devoir aussi, donc un des principes du SRE, c'est l'observabilité. Souvent, quand vous allez être SRE, vous allez avoir affaire, dans des architectures un peu, entre guillemets, modernes, à des systèmes distribués avec des microservices, et au final, ça fait des systèmes qui sont très complexes. Quand on a à débugger un monolithe, bah, globalement, c'est quand même plus simple.
C'est difficile d'avoir une vue d'ensemble parce que vous pouvez vous retrouver avec tous vos composants qui individuellement fonctionnent correctement et que en fait ça fonctionne pas du tout. Ou inversement, vous pouvez avoir tout qui est rouge et en fait ça fonctionne quand même parce que vous avez suffisamment de réplicas ou ce genre de choses. Donc c'est très difficile de savoir si un système distribué et complexe fonctionne correctement ou pas. Donc du coup c'est pour ça qu'on va devoir instrumenter tout ça. Et comment on va le faire? C'est on va prendre service par service et on va ajouter de l'observabilité au fur et à mesure, dans la plus pure tradition DevOps, amélioration continue, etc. Si jamais on ne sait pas par où commencer, on peut s'inspirer des Four Golden Signals, que vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi, qui sont la latence, le trafic, les erreurs et la saturation. Ça, c'est des principes de dev. Voilà. Vous pouvez aussi faire des tests en black box, donc depuis l'extérieur, sans connaissance de ce qui se passe à l'intérieur, ou au contraire en white box. Et là où je voudrais insister, c'est qu'il ne faut pas tout instrumenter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous récoltez trop de métriques, vous allez avoir un bruit ambiant, vous n'allez plus rien savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer petit au début, ajouter juste quelques métriques, et au fur et à mesure des incidents ou des besoins, rajouter des métriques. Voilà. Sinon, le rapport signal-bruit est mauvais. Donc on en parlait aussi juste dans le talk d'avant, enfin David en parlait dans le talk d'avant, donc l'astreinte. L'astreinte, ça va être une composante importante du SRE, puisque en fait nos services, on va quand même vouloir qu'ils soient disponibles toute la journée, enfin 24h/24, 5 jours sur 7. Et le problème, c'est qu'en astreinte, souvent quand on se réveille à 4h du matin, on a les yeux collés, on ne sait plus trop où on habite. Et donc du coup, c'est très important de documenter à fond. J'adore le dire que c'est important de documenter. Je sais que les gens m'écoutent pas, mais il faut faire des schémas d'infra. Il faut que vous soyez capable de les comprendre, de les connaître. Il faut savoir quel service discute avec quoi. C'est hyper important. Il faut avoir une vision claire de l'ownership. Moi, il n'y a rien que je déteste plus quand j'arrive sur un service qui est cassé et qu'on n'est pas capable de me dire qui c'est qui s'en charge. Voilà, ça m'agace. Je suis pénible avec ça. Il faut faire des runbooks. Là encore, c'est pareil, David en parlait. Il faut donner des commandes simples parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les services dans une infrastructure complexe. Enfin, il y a 4 ou 5 bases de données différentes. Il va y avoir plusieurs types de load balancers. Si vous n'êtes pas capable de faire pour chacun des services une liste de commandes, la nuit, vous n'allez pas être efficace. Et c'est pareil, là encore David en parlait, donc faites des scénarios de type Wheel of Misfortune, donc vous lancez la roue, vous regardez qu'est-ce qui a planté, vous essayez de savoir comment vous feriez si jamais ça arrivait en vrai. Des war rooms, donc c'est la même chose mais en plus compliqué, ça peut être un atelier sur 2-3 jours, où vous avez vraiment un incident mais majeur de chez majeur, et vous simulez vraiment toutes les actions qui sont faites avec le produit, avec les devs, avec les opérationnels, et vous faites vraiment comme si vous étiez dans un vrai incident qui met en péril la boîte, quoi. Du chaos engineering, vous mettez un petit agent qui va casser des trucs de temps en temps au hasard et puis vous voyez si ça casse des trucs. C'est bien en prod, faut être un peu courageux quand même. Et toutes ces choses-là sont des bonnes pratiques. Si jamais ça vous intéresse, First Time on Call, c'est un article écrit par un développeur qui est passé SRE chez Doctolib, qui connaissait pas du tout ce monde-là. Et c'est assez intéressant à lire. J'ai beaucoup aimé. Quand il y a des incidents, puisque de toute façon on a dit qu'il y en aurait, il faut écrire le plus vite possible un post-mortem avec une timeline détaillée des événements. Donc vous mettez l'heure à laquelle c'est arrivé, à la minute près, enfin si vous l'avez noté, sinon 5 minutes. Il faut que ce soit compréhensible et détaillé parce que ça va être lu par des gens qui sont non techniques ou quasi non techniques. Parce qu'il faut que ça puisse être lu par un large public et notamment les décideurs, puisque justement ils vont vouloir comprendre pourquoi l'incident est arrivé. Avec donc les causes, les conséquences, les investigations et qu'est-ce qui a mené à la résolution. Les actions correctives postérieures, donc ça va être les tickets qu'on va demander aux développeurs de corriger telle feature ou je vais ajouter un load balancer. On se crée des tickets, on sait que ça va prendre longtemps, mais on se le garde et on ne ferme pas l'incident tant que les tickets ne sont pas terminés. Et il faut qu'il soit blameless, parce que si jamais on dit que c'est la faute du stagiaire qui a droppé la database, il n'osera plus rien faire et du coup il ne sera pas efficace. Je vous ai mis 2 articles sur les post-mortem, comment faire des bons post-mortem, c'est super intéressant. Et au début, donc ce point-là, alors comment je vais l'introduire? J'ai changé cette slide, c'est pour ça que je suis un peu
un petit peu rouillé. Dans les principes du SRE, il y en a un ou un ensemble de principes qui est vraiment à part. Jusqu'à présent, tout ce que je disais, je ne vais pas dire que je le faisais à 100%, mais sans être SRE, on peut tomber dans des entreprises où on travaille déjà comme ça, notamment avec les standards ITIL, avec le DevOps, etc. Ce qui fait vraiment la différence dans le SRE, c'est ça, ce que je vais vous présenter là. Les SLI, les SLO, les erreurs budget. Et si vous entendez parler de SRE, vous entendrez forcément parler de ça. Donc j'ai fait un chapitre à part. La raison pour laquelle aussi Ben Trainer-Sloss a créé l'équipe de SRE et le job de SRE, c'est aussi pour casser à sa façon, donc bien avant DevOps, hein, puisque DevOps c'est 2008-2009 et Ben Trainer-Sloss c'est en 2003 qu'il a fait les SRE, pour casser le mur de la confusion. Ils avaient les mêmes problèmes que tout le monde chez Google, donc voilà, ils ont voulu le casser. Et comment ils ont fait? Ils sont partis du principe qu'ils allaient décider pour chacun de leurs services, donc quand je dis service, c'est au sens large, hein, ça peut être un serveur web, ça peut être un site web, voilà. Le client, donc là encore au sens large, le client ça peut être un développeur, ça peut être le client final, est-ce qu'il est content ou pas d'utiliser mon service? Et du coup, ils ont défini une liste de Critical User Journey, donc c'est mon utilisateur, il veut faire telle ou telle chose, et il est content si il arrive à accéder au serveur web dans un temps rapide. À partir de là, on peut en déduire des indicateurs de fiabilité du service. Les indicateurs les plus faciles à concevoir, c'est la disponibilité du service ou la latence. Ça va être des SLI, ça va être nos SLI. Et typiquement, voilà, ça va être je veux que mon serveur web soit accessible 99,9% du temps. Donc ça serait un SLI sur la disponibilité. Et sur la latence, on va dire je veux que 99,95% des requêtes HTTP répondent en moins de 50 millisecondes. Donc voilà, donc ça va être nos SLI qui sont intimement liés avec nos Critical User Journey. C'est si cet objectif, ce SLI est atteint, mon client est globalement content d'utiliser mon service. On en déduit un SLO. Donc à partir de cet indicateur, ouais, je suis allé un petit peu vite. Le SLO, c'est le pourcentage. Mais bon. Voilà, on en déduit un SLO. Donc un objectif de service. Donc je veux que mon service soit disponible 99,9% du temps. Et une fois qu'on a défini tout ça, en fait, on se retrouve avec une marge. Donc c'est-à-dire que en fait, si jamais je suis à 99,91% du temps, ça veut dire que c'est bon, je suis dans mon objectif. Et cette marge, en fait, ça s'appelle un erreur budget. Dernier terme, et après, c'est bon. Normalement, on les a tous faits. Qu'est-ce que c'est que l'erreur budget et pourquoi c'est intéressant? L'erreur budget, donc cette quantité entre notre objectif et 100%, c'est une métrique qui est objective. S'il n'y a plus de subjectif, là on a enlevé tout le subjectif, on ne peut pas faire plus objectif que ça, qui nous permet de décider si, d'un point de vue de l'utilisateur, notre service il est fiable ou pas sur une période donnée. Donc voilà, donc mon service il est accessible 99,9% du temps. Donc j'ai droit à 0,1% du temps pendant lequel il n'est pas disponible, sur une période donnée, on peut dire une semaine par exemple. Et donc, par semaine, j'ai droit que mon service soit indisponible pendant 10 minutes. Et du coup, quand on se dit ça, on pourrait le faire comme une SLA, on pourrait se dire, bon voilà, tant que je ne suis pas sous ma SLA, donc Service Level Agreement, c'est plus ce qu'on voit sur les cloud providers, mon client est content, il ne peut pas me réclamer de pénalité. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on va l'utiliser côté SRE. Dans notre erreur budget, on va essayer de le cramer. Si les SLO sont atteints, ça veut dire que notre service est fiable. Et on n'a pas cramé l'erreur budget. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux shipper des features à fond. Je peux donner plus d'autonomie au dev, il peut y aller, il peut faire des changements, il peut prendre des risques. Et si jamais il casse un truc, ce qui se passe au pire, c'est pas grave. J'ai cramé mon erreur budget, hop, on arrête de shipper de la feature, on stabilise et on fait tout, tous ensemble, pas juste les ops, et il y a aussi les devs, pour améliorer la fiabilité. Et donc on est toujours en fait
entre guillemets, le fil du rasoir, où on essaye d'aller le plus vite possible, sans que ça casse le service, au point que les utilisateurs ne soient pas contents. Et c'est là un petit peu toute la différence entre, qu'apporte le SRE. J'ai mis une petite citation de l'engineering chez Facebook qui disait Move fast and break things. On est totalement là-dedans. Il faut faire des changements réguliers et c'est pas grave si ça casse parce qu'il faut bouger vite. Donc c'est ça vraiment le point capital du SRE. Ce qui est vraiment différenciant en fait, c'est cette théorie-là sur les SLI, les SLO. Et je vous ai remis le petit dessin parce que je l'aime vraiment trop. Il est trop drôle. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, dans quel cas ça va pas marcher? Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est cette partie SLI, SLO, error budget, c'est la méthode qu'a trouvée Google pour casser le mur de la confusion. C'est la façon qu'ils ont utilisée pour retirer toute politique dans les rapports de force entre les devs et les ops. Si jamais, si jamais vous avez le top management, la DSI, le CTO, ce que vous voulez, qui adhèrent pas à ça, si vous avez une direction produit qui est plus forte que la direction opérationnelle, ou au contraire que la direction opérationnelle et qualité est plus forte que la direction produit, ça ne peut pas marcher. Il faut que les gens respectent la règle, les règles des SLO. Il faut que les gens se mettent d'accord, et après, une fois qu'ils se sont mis d'accord, il faut absolument s'en tenir. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, ce que j'expliquais, c'est que Google, eux, ils ont des ingénieurs logiciels pour faire des SRE. C'est pas le cas de tout le monde. On n'est pas tous obligés d'être ingénieur logiciel chez Google pour faire du SRE. Il y a une petite analyse qui a été faite par une entreprise de recrutement qui s'appelle Spike, qui en 2021 a pris plusieurs annonces de SRE et a essayé de trouver quelles étaient les missions. Qu'est-ce que la plupart du temps on demandait à un SRE de faire. Et je trouve que c'est important parce que les gens qui veulent devenir SRE, il faut qu'ils sachent à quelle mission ils veulent s'attendre. Puisque je vous rappelle, au début, je voudrais pas qu'on retombe dans les travers de l'ingénieur DevOps qui fait tout et n'importe quoi. Donc la première mission du SRE, c'est de déployer et de maintenir de l'infrastructure. N'en déplaise à ceux qui disent que le poste de SRE, c'est un poste de dev. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est d'abord un poste d'infra. Mais il va falloir faire beaucoup de développement, notamment toute la partie tooling, puisqu'on a dit que le premier ennemi du SRE, c'était le toil, avec du tooling, du back-end, etc. Il va falloir diffuser des bonnes pratiques. Donc le SRE, il est un petit peu dans cette tradition DevOps, même si c'est arrivé plus tard, de casser les silos. Et donc du coup, c'est au SRE d'aller voir le développeur pour lui dire tel service, tu as fait telle chose, je comprends que tu as un besoin, mais il faudrait qu'on trouve une solution à nous deux qui nous convienne à tous et qui permette d'améliorer les choses. Notamment sur la partie monitoring, observabilité, parce que justement, on a besoin d'indicateurs fiables pour définir nos SLI et nos SLO. Et d'ailleurs, j'en parle juste après. Il faut aider les développeurs à définir leur SLI et leur SLO. Sur les parties plus infra, il faut faire, bien sûr, définir ses propres SLI, SLO, error budget et s'y tenir. Et souvent, il faut être d'astreinte, puisque souvent on est responsable de l'infra et des services. Alors là, on arrive sur le seul, disons que non, peut-être pas le seul, mais en tout cas le plus subjectif des slides de cette présentation. Je me suis posé la question, et on m'a posé la question, qu'est-ce qui faisait un bon et un mauvais SRE? Et pour la partie personnalité, je me suis demandé ce que moi j'attendais d'un collègue SRE dans mon équipe ou ailleurs. Du coup, si jamais c'est quelqu'un qui a un background plus développeur, c'est totalement possible d'aller vers le SRE, on l'a vu. Il faut quand même avoir envie de faire de l'infra, parce que je viens de le dire, c'est d'abord un job d'infra. Il ne faut pas avoir peur du code si on est ops, à l'inverse. Parce que si on fait juste de l'infra, comme on le fait plus classiquement, on va dire, et qu'on n'essaye pas d'automatiser des choses, qu'on n'essaye pas d'aller voir
les devs pour trouver des bonnes pratiques, d'aller mettre le main dans le code du dev, même si on ne comprend pas forcément aussi bien qu'un développeur, ça ne peut pas marcher. C'est une composante vraiment importante. Il faut vraiment casser les silos et être un petit peu polyvalent. Il faut détester les tâches répétitives. Alors, il faut être tenace, voire un peu obstiné. Comment expliquer ça? Quand vous allez avoir un incident, la tentation elle va être très grande de juste redémarrer le serveur ou de mettre un cron qui redémarre le serveur. Moi, je pense que quand on est SRE, on ne peut pas s'arrêter à ça. Il va falloir, même si ça prend du temps, il va falloir creuser, parce que sinon, un an plus tard, l'incident il peut revenir, ou une semaine plus tard, ou quoi. Et comme on a vu que les incidents c'était du toil, nécessairement, ça fait partie de votre métier en fait. Donc il faut trouver la root cause d'un problème. Avec un petit bémol quand même, il faut rester réaliste. Il ne faut pas oublier que la philosophie SRE, c'est aussi on ne pourra pas tout réparer, on ne pourra pas tout fiabiliser, ça cassera forcément. Donc à un moment donné, il ne faut pas non plus passer toute sa vie à débugger un petit bug qui ne vous gêne pas tant que ça. Des fois, il faut rester réaliste. Voilà, il faut trouver le juste milieu entre vraiment résoudre les problèmes pour qu'ils arrêtent de revenir, mais pas non plus y cramer trop de temps. Et il faut aimer, transmettre, communiquer, faire preuve d'empathie, essayer de se mettre dans les chaussures du développeur qui ne comprend pas pourquoi on l'embête avec la sécurité. Il faut faire preuve de pédagogie, il faut pas forcer les gens à faire les choses, il faut les faire participer aux décisions. Et ça, on ne peut pas le faire si, je vais utiliser une image et un cliché, mais si on est un barbu dans un garage, ça marche pas. Désolé pour les barbus, je vois plein de barbus, je suis désolé. C'est juste le cliché. C'est juste le cliché. Vous voyez très bien de quoi je parle. Je suis sûr que vous êtes tous pleins d'empathie, les barbus. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Quelles compétences tech? Alors, il y a un document qui est intéressant, mais qui peut faire peur pour les gens qui ne sont pas du métier, qui s'appelle Road to DevOps. Donc c'est un espèce de diagramme géant avec des centaines ou au moins plusieurs dizaines de boîtes de choses qu'il faut connaître pour faire du DevOps et donc du SRE. En vrai, quand on creuse un petit peu, il n'y a pas besoin de connaître toutes les cases. Souvent, quand il y a un arbre là comme ça, il suffit d'en connaître une dans le lot. Il faudrait trouver une version plus simple de ce document, mais il a l'avantage d'être pas exhaustif, mais quand même assez complet. Donc j'ai pas trouvé la bonne solution. Ce que moi je dirais quand même, si vous voulez devenir SRE, c'est qu'il faut quand même connaître Linux à fond, enfin bien connaître Linux, et les bases en réseau. Parce que de toute façon, vous allez faire des microservices, il va y avoir des communications réseau dans tous les sens. Si vous ne connaissez pas les bases du réseau, ça ne peut pas marcher. Il faut connaître un langage de programmation. Ça peut être un langage de scripting comme Python qui marche bien pour faire du tooling. Ça peut être du Go parce que c'est très à la mode et c'est pareil, ça marche bien pour du tooling. Ça peut être ce que vous voulez en fait en vrai. Il faut que vous soyez à l'aise quand même avec un langage. C'est quasiment obligatoire aujourd'hui pour être SRE de connaître un cloud provider. Au moins connaître les bases, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment ça marche. Il faut connaître un outil d'automatisation. J'ai cité Ansible, Terraform, mais il peut y en avoir d'autres, qui vont vous aider dans vos tâches au quotidien pour justement automatiser l'infra sans avoir besoin de tout redévelopper. Vous pouvez le faire en script bash aussi, mais bon, c'est fatigant. Et c'est pareil, là vous y couperez pas, il faut connaître quelques outils dits entre guillemets cloud native. Alors je vous dis pas à tous d'apprendre Kubernetes, mais déjà à minima Docker je pense. Parce qu'on va le retrouver, en tout cas les technos de containerisation, on va les retrouver quasiment partout. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, le strict minimum des compétences qu'on va attendre d'un SRE. J'ai mis plein d'articles avec plein de choses, si jamais vous voulez lire en plus en détail ce qu'on attend techniquement d'un SRE. Et donc la petite conclusion, donc c'est un métier qui a été inventé par Google. Pourtant, il n'y a pas besoin d'être Google pour en faire. Ça marche très bien chez nous. C'est assez proche de la philosophie DevOps qui est sortie plus tard. Mais il y a quand même plein de principes qui se recoupent. C'est applicable chez vous si jamais le top management s'implique. Donc on a vu qu'il fallait vraiment que les SLI, les SLO soient respectés.
que quand les erreurs budget sont cramées, on arrête d'envoyer des fonctionnalités et qu'on travaille sur la fiabilité. Et si vous êtes recruteur ou en train de recruter des gens, explicitez bien ce que vous attendez d'un SRE dans les annonces pour qu'on ne se retrouve pas à postuler pour une offre qui, sur le papier, correspond et en fait, pas du tout. Et c'est tout pour moi. Oui? Ouais. Ouais. D'accord. Yes. Donc la question c'est comment on fait pour convaincre le top management d'appliquer donc le fait que ça va casser des fois et que même ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. J'ai pas de baguette magique. Je pense qu'il faut que ce soit justement une volonté qui vienne des directions, du CTO, du PDG, peu importe, d'aller dans cette méthode de fonctionnement. Parce que je pense qu'effectivement c'est très difficile de convaincre. Voilà. Après, quand je dis ça va casser, souvent quand on fixe des SLO, si jamais derrière on a des clients avec des SLA, on va fixer les SLO de manière plus stricte, de manière à ce qu'on ne casse pas les SLA si on pète les SLO. Voilà, il faut trouver l'équilibre. C'est-à-dire que dans une entreprise existante où vous garantissez déjà à vos clients 3,9, ben, vous allez être obligé de prendre en SLO, vous n'allez pas pouvoir descendre sous les 3,9,5 ou 4,9 quoi. Ouais. Mhm. 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 Enfin, c'est pas vraiment une question, je pense qu'on est d'accord, mais en gros, la question c'était comment on fait dans un environnement de développement complexe pour faire du tooling justement, et ben, effectivement, il n'y a pas le choix. Il faut avoir sur le poste du développeur un genre de mini-environnement qui simule la production pour qu'il puisse justement développer son tooling et puis aussi faire ses propres tests de son côté parce que quand on développe une fonctionnalité, on veut vérifier. Donc il faut d'une manière ou d'une autre aider et apporter des environnements qui permettent aux développeurs d'avoir des conditions quasi réelles ou en tout cas le plus proche de la prod possible. Euh, ouais, ça fait partie des missions du SRE. Ça peut faire partie. Après, ça dépend comment ça découpé dans l'entreprise, mais c'est du tooling, ouais. Pour moi, c'est du tooling. Là, j'ai deux questions là. Ouais. Ouais. Alors, alors la question c'est, je suis obligé de les redire, hein. La question c'est, quand on parle d'indispo, quand on parle de 10 minutes d'indispo sur une semaine, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est plein de petites coupures de 2 minutes, de 2 secondes, pardon, ou des grosses coupures de 5 minutes, etc. Donc en fait, dans mon expérience, c'est ni l'un ni l'autre, c'est souvent des bonnes grosses coupures de 1 heure quand il y a, quand il y a un incident, et à ce moment-là, on crame l'erreur budget, mais genre fois 1000, quoi. Euh, les petites coupures, le vrai problème, c'est qu'il faut les détecter. Et souvent, les systèmes qui vont te permettre de calculer les SLI et les SLO, ils vont pas le prendre en compte. Ça va être un peu compliqué, il va falloir faire des choses pour justement le déceler. Et quand tu trouves le bon indicateur, tu vas être capable de voir qu'en fait ton indispo c'est pas 2 secondes tout le temps, enfin plein de fois 2 secondes. Ça va être tu vas calculer que c'est une grosse indispo en fait. Ça répond pas forcément à la question, mais enfin si un peu quand même. Non. Bah ça dépend. Enfin ça dépend. Mais justement le retry client ça permet de justement cacher et le client il le voit pas l'erreur.
Et si le client voit pas l'erreur, ça veut dire qu'il est content. Et s'il est content, ça veut dire que tu casses pas ton SLO. Et j'avais une autre question là-bas. Hmm. Hmm. Donc la question c'était comment, en tant que top manager, on fait pour inciter cette culture auprès des équipes. J'ai pas de baguette magique. Je pense qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Après, ben, il faut présenter ce genre de présentation, pas forcément la mienne, mais il y a quand même beaucoup d'articles qui montrent que ça marche bien. C'est aussi une des façons de convaincre justement le top management. C'est toutes les entreprises. Enfin, c'est ce qu'essaye de montrer Google dans son rapport Dora, c'est que les entreprises qui performent le mieux ont ces cultures-là. Et donc, si on veut fonctionner aussi bien que ces entreprises qui fonctionnent bien, il faut qu'on utilise les mêmes outils, la même culture, les mêmes pratiques. Après, bah, côté, donc ça c'est pour justement convaincre le top management, entre guillemets. Et dans l'autre sens, je pense que juste faut faire des workshops et se mettre d'accord et ça finira par rentrer. Faut convaincre, mais il faut aussi pas hésiter et dire qu'effectivement, c'est dans la stratégie de l'entreprise. Quand on a la chance de pouvoir justement être au top management, ben, on peut l'influer ou on peut complètement l'écrire si on est tout en haut de la chaîne. Et effectivement, si c'est la culture, voilà, bon, c'est aussi un moyen de convaincre. Je crois qu'on a dépassé, mais peut-être une petite dernière question. Oui. Alors, en gros, on va déployer plus régulièrement. On va pas essayer de le cramer à tout prix, mais ça pourrait très bien être aussi du Chaos Monkey ou faire des tests. Cet error budget, on en fait ce qu'on en veut. Ça peut être aussi de faire exprès tomber le service et de voir comment ça se passe en conditions réelles. Voilà. Bon, ben merci à tous d'être venus en tout cas.